Il n'existe pas 4 chemins pour atteindre les objectifs de la paix. À l'ONU, la diplomatie n'est pas une option, mais le moyen sûr. En fait, le multilatéralisme fait partie de l'ADN des Nations Unies, dont l'un des buts et principes est de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, afin de préserver les générations futures du fléau de la guerre. S'il est vrai que les conflits, les catastrophes climatiques, la pauvreté et les inégalités qui sévissent partout dans le monde sont d'énormes obstacles à la diplomatie et aux solutions multilatérales, il n'en demeure pas moins que la diplomatie et le système multilatéral lui-même ont été créés précisément pour de tels moments. En acceptant que les femmes jouent un rôle essentiel dans la promotion des droits humains, de la paix et du développement durable, de plus en plus d'actions plaide en faveur d'une représentation accrue de ces dernières aux postes clés de décision qui façonnent et mettent en œuvre les programmes multilatéraux. Depuis la rédaction et la signature de la Charte des Nations Unies en 1945, les femmes ont élargi leur rôle dans la gouvernance mondiale, mais dans les instances multilatérales traitant de la question du désarmement, des écarts importants persistent en ce qui concerne la participation des femmes, alors que plusieurs faits renvoie à la conclusion qu'aujourd'hui, l'inclusion des femmes dans les processus de consolidation de la paix est essentielle pour une réussite à long terme. La certitude à l'ONU, aucun pays ne peut répondre seul aux défis d'aujourd'hui. Le dialogue, la diplomatie et les solutions multilatérales sont le chemin le plus sûr vers un monde de paix et de justice, mais encore plus efficace avec les femmes. « 2012-2023, les engins explosifs improvisés connaissent une expansion spectaculaire dans la sous-région ouest-africaine, faisant de nombreuses victimes. Cette situation a nécessairement entraîné une augmentation significative du nombre de victimes parmi les civils, les forces de sécurité et de défense et les forces de maintien de la paix de l'ONU. De plus en plus, les groupes armés terroristes font usage de ce type d'engins. Face à la menace permanente que représentent ces engins, la CEDEAO et ses États membres ont convenu en 2022 de la nécessité d'élaborer une réponse régionale pour lutter contre leur prolifération. En parallèle, certains États, dont le Bénin, ont entrepris d'évaluer leur capacité de prévention et de réponse aux engins explosifs improvisés. Notre pays, le Bénin, a identifié depuis 2021 l'importance de la question des engins explosifs improvisés à travers leur inscription au chapitre 8, alinéa B2 de la liste nationale des biens stratégiques et sensibles du Bénin. C'est pourquoi je me réjouis que le Small Arms Survey et la Commission nationale organisent cet atelier consultatif de 3 jours à Cotonou, afin de réaliser une auto-évaluation du cadre des pratiques et des procédures nationales. Alors le modèle qu'on va utiliser pour ces 3 jours de l'atelier, c'est un modèle qui a été développé en 2020 pour appuyer les États à évaluer leur capacité nationale de prévention et de réponse. Les résultats permettront à terme à notre pays d'élaborer une feuille de route en vue de l'élaboration d'une stratégie nationale et globale. Cet atelier va s'appuyer sur des éléments clés de la lutte contre les engins explosifs improvisés. Voici la nouvelle équipe qui a désormais la charge de conduire les destinées des communautés venues de la Takora et de la Donga pour élire domicile dans les départements du Borgou, de la Libori et des Collines. Après la cérémonie d'installation, chacun des membres reçoit une feuille de route qui indique les actions à mener à court terme pour le compte de la fédération. Nous allons nous contenter de chercher les voies et moyens pour avoir des personnes de la justice qui défendent nos intérêts quand nous aurons des problèmes juridiques. Nous allons également avoir une communication directe avec les autorités sur place pour nous permettre de régler les problèmes de terre et couramment d'agriculteurs et d'éleveurs. Je m'attellerai à être au service de mes sœurs avec les autres membres du comité de la FARAD. Et surtout qu'en ce moment,
Nous savons ce que nos parents traversent dans les différents hameaux, et dans le Borgou, à Libori et même dans le Zou. Et surtout les femmes, nous sommes quelque part marginalisées. Nous n'avons pas parfois de bonnes activités pour nous épanouir aux côtés de nos époux et surtout pour aider aussi et pour l'éducation de nos enfants. Nous vous exhortons à cultiver la paix, l'union et le développement. Parce que Parakou est une ville cosmopolite. Nous avons besoin de tout le monde pour le développement de la ville. Le nouveau bureau de la FARAD, élu pour 5 ans, a reçu le soutien de plusieurs associations sœurs, dont Ifé Lodou et la Fédération Adjatado de Parakou. C'est le grand défi. Rabat, lundi après-midi du 15 avril 2024. La délégation de la Confédération africaine des sports boules s'immobilise dans l'enceinte du Comité national olympique du Maroc. Dans le hall, le secrétaire général et le chargé des relations internationales sont là pour l'accueil. Direction la salle de réunion. Au cœur des échanges, la bonne organisation du 9e championnat d'Afrique de pétanque à Marrakech au début du mois de juin 2024. Le Maroc est actuellement champion d'Afrique. Ils vont défendre le titre conquis au Burkina en 2021. Notre souhait, c'est de l'avoir toujours en tête d'affiche, si possible, parce que le potentiel y est. Mais l'accompagnement gouvernemental également, par le leadership du secrétaire général, nous souhaitons qu'il soit plus actif et pourquoi pas plus dense. Vos experts peuvent aussi aider. Attentif aux différentes prises de parole, le secrétaire général du Comité national olympique marocain a rassuré la délégation de la Confédération africaine des sports boules et la Fédération royale marocaine de pétanque quant à la pleine partition qu'entend jouer son institution. Le Maroc est très fier et très heureux d'accueillir ses frères africains et de pouvoir contribuer à cet objectif de faire de la pétanque et des boules un sport olympique. Et donc, derrière la Fédération marocaine, la Confédération africaine, le comité olympique est mobilisé pour que cet événement réussisse. Une visite guidée des locaux qui sont appelés à changer d'occupant dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du monde de football. Et la photo de famille sont venus mettre fin à cette étape importante de la visite de la délégation de la Confédération africaine des sports boules pour une compétition réussie des 9e championnats d'Afrique de pétanque hommes et dames. En Afrique de l'Ouest, le seuil de vulnérabilité économique de la femme demeure important. Il y a les femmes qui font les petits commerces. Un rapport analytique en examen dans cette salle, c'est celui établi à la suite de l'état des lieux des femmes participant au commerce à petite échelle au niveau des frontières entre le Bénin, le Togo et le Ghana. Nous avons commencé ce travail avec l'OIM depuis 2021. C'est pénible de voir les femmes se peiner pour qu'au soir, la famille, que ce soit l'époux, que ce soit les enfants, de façon quotidienne, puissent se nourrir, puissent se soigner, puissent se vertir, et également pour que les enfants soient également instruits. Le commerce transfrontalier à petite échelle est un moteur important des économies locales et constitue un moyen de subsistance de millions de personnes, dont un grand nombre de femmes. Cependant, les besoins des femmes actives sur le corridor Abidjan-Lagos ne sont pas suffisamment comprises. OIM, l'atelier nous a invités et nous sommes venus pour restituer notre problème. Comme là-bas, chez nous, on n'a pas de hangar. Et nous aussi, on a un problème de financement pour aider à avancer nos commerces. C'est pour cela qu'on est venu pour dire nos problèmes à OIM pour qu'ils nous aident. Les femmes sont suffisamment reconnaissantes de cette issue favorable qui se projette à l'horizon.
Dassa, première étape de l'édition 2024 de la foire itinérante du programme Approche communale pour le marché agricole. Financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, ce programme vise à dynamiser l'économie agricole pour davantage booster le développement local. L'IFDC, l'initiatrice et ses partenaires s'y attellent depuis plus de 2 décennies. Que de chemin parcouru en ce moment où nous marquons une pause pour explorer une étape supplémentaire dans ce voyage vers une agriculture durable et résiliente au Bénin, je voudrais vous inviter à continuer à croire davantage à l'IFDC. Je profite donc de cette occasion pour vous remercier et surtout remercier le président de la République qui ne néglige aucun effort au profit du développement de l'économie locale. La stratégie du programme ACMA 3, qui est basée sur le déploiement des mécanismes de facilitation, considère que les foires sont comme un mécanisme très pertinent pour promouvoir le développement des activités entrepreneuriales des jeunes et des femmes, en leur permettant d'exposer et de vendre leurs produits agricoles, en leur permettant de nouer des relations d'affaires avec de nouveaux acheteurs. Le chemin parcouru par l'IFDC aux côtés du monde agricole est à saluer, a fait entendre le ministre de l'Agriculture. Gaston Dossoui y voit des indicateurs au beau fixe. La spécificité que j'ai vue, c'est d'abord les jeunes et les femmes qui sont concernés par la mise en œuvre de ce programme. Et lorsque vous donnez le pouvoir aux femmes, vous créez les bases réelles de l'autonomisation. Et l'IFDC nous permet de régler la question genre, l'emploi des jeunes, l'emploi des femmes, la création de richesses au profit des familles. Beaucoup de familles sont sorties de la précarité, rien qu'avec l'appui de cette institution. Et j'appelle de tous mes voeux que saisissant les opportunités qui s'offrent à notre économie aujourd'hui, nous devons travailler et développer le consommation local. Après l'étape de Dassa dans les collines, Ndali dans le Borgou et Djougou dans la Donga sont annoncés pour abriter la foire itinérante, devenue une tradition. À travers ce congrès constitutif, les rois de ces chasseurs s'unissent pour accompagner le gouvernement dans sa politique de promotion culturelle. Ils s'offrent également tel un atout dans l'implacable lutte contre l'extrémisme violent. En dehors de la pratique de la chasse qui passionne les jeunes, initiés ou non, la battue annuelle permet de nos jours de recueillir des informations sécuritaires pour mieux renseigner les corps habillés et les autorités locales en leur fournissant des informations sur les mouvements et actions des personnes suspectes dans la logique de prévenir contre l'extrémisme violent. Ainsi donc, la collaboration entre la population et la police sera davantage renforcée au Bénin. Nous bénéficions de l'encadrement des agents des eaux et forêts de jour comme de nuit pour éviter d'enfreindre à la loi tout en perpétuant la tradition de la chasse à la battue. La création du HCRCB s'inscrit en droite ligne d'organiser cette activité culturelle et sportive pour son meilleur fonctionnement dans un souci de cohésion intercommunautaire et de valorisation de la culture béninoise. Dans tous les villages, dans tous les quartiers, c'est pour mettre la sécurité dans notre pays, pour aider le gouvernement, pour aider les forces de l'ordre. Parce que si on dit chercher aujourd'hui, ce n'est pas pour aller chercher les gibiers seuls. Cette initiative a la bénédiction des autorités traditionnelles, notamment les têtes couronnées, et des autorités politico-administratives. Vous êtes maintenant reconnus comme les acteurs à part entière de la préservation des milieux naturels, de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels. La battue annuelle est cette petite chasse qui permet d'avoir du gibier et d'éloigner du village des animaux sauvages menaçant les activités humaines, particulièrement en début de la saison agricole et pendant la récolte. Leur nom entre désormais dans les annales des meilleurs acteurs de développement du Bénin. Pour leurs actions participatives à l'essor de divers secteurs comme l'agriculture, l'eau et les œuvres sociales, ces Béninois reçoivent la distinction par l'agence de communication Les Nouvelles du Jour.
Ce sont des personnalités qui sont battues depuis plusieurs années pour le développement de notre chère nation, le Bénin. Nous, au niveau de l'agence de communication LNJ, nous sommes allés dénicher ces personnalités-là afin de les sélectionner. Je suis vraiment dans la joie et je suis en train de voir que les gens m'observent et que l'agriculture est connue comme un levier de développement de notre pays. Pour remporter ces trophées de la 4e édition des meilleurs acteurs de développement au Bénin, les lauréats ont dû répondre aux critères de ponctualité, de bon témoignage, d'efficacité dans le travail et d'humanisme dans les actions sociales. Après une première édition couronnée de succès, la SDP relance le débat sur les grands sujets qui dominent l'actualité dans le secteur des BTP. Ce cabinet d'ingénierie qui se veut une société de référence mondiale fait de sa responsabilité sociale l'organisation de grands rendez-vous entre les spécialistes du secteur des grands travaux pour traiter des sujets ayant trait au domaine des infrastructures. Nous croyons fermement chez SDP qu'en prenant cette part de responsabilité, nous allons promouvoir des éléments transversaux qui sont souvent oubliés dans notre secteur. Le transfert de compétences, le développement du tissu local, les réflexions plus approfondies sur les aménagements, l'aménagement urbain. C'est ce que nous essayons de faire, mettre tous ces acteurs ensemble, définir quelles sont les pistes d'amélioration possibles. La terre de Bar. C'est au détour d'un brillant exposé que le professeur Mohamed Dibigaye a éclairé de sa science les grands enjeux liés au choix des matériaux locaux dans la construction durable au Bénin. Les constructions au Bénin, leur problème, c'est ça qu'on veut voir. L'utilisation innovante du sable argileux, communément appelé terre de Bar, est au cœur des discussions. L'idée d'utiliser à bon escient des matériaux traditionnels comme la terre de Bar avec de nouvelles techniques de compression est une source d'inspiration pour les cités du futur. Dans la zone géographique de notre pays, où nous avons tellement de problèmes de matériaux, de mobilisation de matériaux, autant pour la construction des bâtiments que pour les routes, c'est là où nous avons l'opportunité d'avoir ce matériau-là, terre de Bar, qui n'est pas encore utilisé, exploité à la hauteur de ce que ce matériau il nous offre. C'est un don de la nature. Des initiatives émergent pour une valorisation du patrimoine architectural à l'échelle du pays, mais la réussite de ces actions dépend aussi d'une forte propension des pouvoirs publics à intégrer ces travaux dans des projets de développement structurés. Dans les ouvrages courants tels que les écoles, les centres de santé et tous les musées que nous sommes en train de rénover aujourd'hui, que nous sommes en train de construire, nous utilisons ces matériaux-là. Je peux vous assurer que nous avons commencé déjà à réfléchir pour voir dans quelle mesure on pourrait contribuer à l'accélération du processus de recherche, d'innovation, surtout dans cette industrie-là, qui nous tient beaucoup à cœur. Pour le président directeur général de la Société de développement de projets, il est question de susciter le débat sur les grands chantiers d'infrastructures qui s'opèrent un peu partout sous nos cieux. Plus de 40% du coût de la construction est lié aux matériaux utilisés. Si nous devons importer une grande partie de ces matériaux-là, si nous devons aller les chercher loin, ça augmente considérablement le coût de construction. Un peu plus de courage pour oser et imposer d'une certaine manière l'utilisation de ces matériaux. Et ça, il faut ce courage. On a la chance aujourd'hui d'avoir un président de la République qui est courageux, donc on va espérer que ça soit un peu plus poussé dans ces secteurs aussi. Les entreprises ont leurs responsabilités et les bureaux également. C'est ce que nous essayons de faire. SDP Talks, 2e édition, les fruits ont une fois encore tenu la promesse des fleurs pour le plus grand bonheur des spécialistes du secteur des BTP. C'est une rencontre identitaire qui se veut valorisante de tout ce qui identifie les peuples issus de l'ère culturelle Adiatado. Les filles et fils de cette région célèbrent cette 2e édition de non-visant sous la bannière de la fraternité, de l'unité dans leur diversité interne d'une part et avec les peuples hôtes du septentrion d'autre part. Je sais que le peuple du lac Aimé et ses chenaux est un peuple d'amour, raison pour laquelle
Nous cohabitons facilement avec nos frères de Parakou. Novisa pour nous n'est pas une simple association de développement. C'est un regroupement identitaire qui débouche sur notre culture. Et comme le dit un célèbre journaliste panafricain, je cite, « Un peuple sans culture est un peuple sans âme ». Les membres de ce cercle régional insistent sur le bien fondé de telles rencontres. Novisa, selon les pères fondateurs, c'est un creuset de vie, d'ensemble, de partage et de communion entre les différentes communautés des groupes ethniques dont elles regorgent. Les quelques prouesses réalisées les éditions passées et la forte mobilisation de ce jour sont la preuve que Novisa est en train de prendre son envol dans la ville de Parakou et ses environs. Nous devons être fiers d'être ressortissants du lac Aïmé. Nous tenons à vous rappeler que notre bureau exécutif national est là pour vous soutenir, vous écouter et vous accompagner dans vos projets et initiatives. N'hésitez pas à nous solliciter car nous sommes là pour vous aider à atteindre vos aspirations et à continuer de grandir en tant que section. Au-delà des réjouissances culturelles et culinaires, nos visants à Parakou, ce sont des résolutions pour la participation de la communauté au développement local et des orientations visant l'aplanissement des divergences sociales et politiques. Quatre équipes conjointes, membres des PTF et des ministères chargés de l'éducation, étaient dans les 4 départements du Nord Bénin. Elles ont pu constater et évaluer les effets des interventions des PTF sur l'amélioration du taux de rétention et de promotion des filles à l'école. L'heure est à la restitution. Avec les partenaires techniques et financiers, l'école avance. Que ce soit à la maternelle, au primaire, dans nos lycées et collèges et dans les centres de formation professionnelle, ces partenaires interviennent pour accompagner le gouvernement. Nous sommes assez satisfaits des résultats de cette mission conjointe. Il y a certaines localités où il y a des problèmes de fréquentation ou de rétention scolaire, notamment dans des zones nomades, dans les zones de production agricole, où des enfants sont souvent retenus pour les activités agricoles ou pastorales. Donc il y a des sensibilisations à faire, il y a des questions liées à la santé reproductive. Il faut aussi poursuivre, notamment pour améliorer la rétention des filles à l'école. Il y a des questions liées à l'insuffisance des infrastructures, des points d'eau, des classes, des cuisines, qui sont aussi des points qui sont bien notés. Le chef de file des ministres en charge de l'éducation a exprimé la reconnaissance du peuple et de l'État béninois à ses partenaires, tout en rappelant le plein engagement du gouvernement. Même si beaucoup reste à faire, de bonnes choses sont en train d'être faites. Félicitations à tout le monde. Quoique la norme internationale admise soit environ de 20% en ce qui concerne seulement le volet fonctionnement de l'éducation, l'État béninois l'assume bien aujourd'hui en y consacrant plus de 32% des dépenses publiques. Selon les partenaires techniques et financiers, capitaliser les meilleures pratiques, renforcer les capacités institutionnelles et mobiliser davantage de ressources pour transformer le système éducatif devient possible quand chaque acteur joue bien sa partition. Ils sont à la quête d'une vérité ou d'un phénomène nouveau, comme l'ont fait les célèbres scientifiques de l'histoire. Ces jeunes chercheurs viennent de toutes les universités du Bénin. Plusieurs exercices qu'on ne fait pas en classe, qu'on ne fait pas dans les amphithéâtres et qu'on acquiert seulement à travers des programmes de leadership. Généralement, ces programmes coûtent excessivement cher, mais grâce à un partenariat entre les académies et la Global Nyang Academy, nous avons pu bénéficier véritablement de ce programme qui, nous l'espérons à terme, va nous permettre de mettre à la disposition du pays 20 chercheurs outillés avec une nouvelle vision, une mentalité challengée
pour davantage d'impact. Des chercheurs sensibilisés pour une bonne culture scientifique. Ils sont motivés pour l'emploi d'approches de recherche interdisciplinaires et transdisciplinaires afin de traiter de manière efficace les préoccupations les plus complexes de la société. La science, c'est l'éternel renouvellement méthodologique, renouvellement aussi des objets de la recherche. On ne peut pas continuer à faire la recherche toujours sur le même sujet à perpétuité. Ces jeunes sont appelés à partager leurs meilleures idées dans les domaines des sciences, des technologies et des mathématiques. Pour pouvoir en fait trouver des solutions, même inventer des solutions aux problèmes concrets et ponctuels qui se posent aujourd'hui dans nos sociétés. Et donc c'est aussi pour renforcer l'excellence au niveau du leadership, pour que grâce à nous, que d'autres jeunes scientifiques puissent venir et davantage s'améliorer. Ce nouveau leadership scientifique va permettre à ses participants de voir la science autrement. Maison d'édition, librairie des professionnels de droit et des lecteurs se préparent à se réunir autour du livre de droit. Exposition en ligne ou en présentiel, projection vidéo sont quelques activités. Le Centre de documentation et d'information juridique, CEDIJ, veut par les journées du livre de droit accroître sa visibilité, faire connaître ses services et présenter des livres de droit d'auteur béninois. 4 jours durant, il y aura également le café juridique. Les panels sont droit d'auteur et dépôt légal, protection des biens culturels et droit de succession au Bénin. Les innovations de la 2e édition sont l'atelier numérique, l'initiation au dessin sur la technique de la bande dessinée sur le droit des enfants, la projection de films, le café juridique, c'est-à-dire des échanges avec un professionnel de droit. Tous les juristes et les curieux sont attendus. Ici, à Sonsoro, est construit une retenue d'eau, un barrage, sur le bras d'un petit cours d'eau qui permet de mobiliser 2 800 000 mètres cubes d'eau et sur une surface de plus de 120 hectares. Sur le lit du cours d'eau, la profondeur varie entre 8 et 10 mètres, de quoi nous permettre de faire de l'aquaculture ici. Sur tout le long des 120 hectares, on a aménagé des points d'abreuvement pour le bétail, de sorte qu'en saison sèche, la plupart de nos troupeaux de la région de Kandi peuvent bel et bien venir s'abreuver ici. Mon souhait, c'est que l'on dégage de l'espace que nous allons enfourager pour permettre d'avoir de l'aliment ici en permanence. À côté, juste 30 hectares sont en train d'être aménagés pour le maraîchage. Mais au-delà du maraîchage, et lorsque les producteurs eux-mêmes vont comprendre la nécessité de faire autres cultures céréalières comme le riz et même le maïs de contre-saison, il va être possible de mettre en place de nouveaux programmes confortatifs pour mieux exploiter l'eau maîtrisée ici. Le génie du gouvernement du président Talon, c'est d'attaquer les problèmes de face et de les affronter. Aujourd'hui, la maîtrise de l'eau de surface n'est plus un discours. Avec la